Parce qu'il y a des étoiles qui ne brillent pas dans le ciel, mais dans le cœur des gens qu'on n'oublie jamais. Un soir de décembre, alors que la neige recommençait à tomber, Diana s'assit près de la fenêtre de son bureau. Elle ferma les yeux et crut entendre la voix familière. « Tu vois, Diana, les miracles ne s'arrêtent pas quand on s'en va. Ils changent juste demain. » Elle sourit, alluma une bougie et la plaça sur le rebord de la fenêtre. Dehors, les flocons dansaient, comme s'ils saluaient l'esprit de Charles Whitmore, toujours présent dans chaque éclat de lumière, dans chaque rire d'enfant et dans chaque porte ouverte sur la chaleur humaine. Si cette histoire a touché ton âme, partage-la pour que la lumière de Charles brille encore. Dis-nous en commentaire quel a été ton plus beau acte de gentillesse cette année. Et n'oublie pas, les miracles n'ont pas d'âge ni de forme. Ils habitent simplement là où l'amour ne s'éteint jamais. Katie, plus grande, courut vers lui et lui tendit un dessin. Un grand manoir, un sapin scintillant et 3 silhouettes se tenant par la main. Sous le dessin, elle avait écrit « Le vrai miracle de Noël, c'est quand quelqu'un t'ouvre sa porte et son cœur. » Cette année-là, le manoir Whitmore brillait de 1000 lumières, des rires, des chants, des familles réunies. Diana servait le chocolat chaud, Katie décorait le sapin et Charles regardait tout cela avec des yeux humides de gratitude. « Helena, Lily, vous seriez fiers, » murmura-t-il en souriant vers la fenêtre enneigée. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en vie. Les plus beaux miracles ne tombent pas du ciel. Ils naissent du courage d'un cœur qui choisit d'aimer à nouveau. Parfois, il suffit d'ouvrir une porte pour changer 3 destins. Chaque année depuis, la maison Whitmore s'illuminait dès le 1er décembre. Les voisins s'arrêtaient juste pour admirer les décorations, et les portes restaient toujours ouvertes. Les tables étaient pleines, les rires nombreux. Des familles entières qui n'avaient plus d'endroit où aller trouvaient ici un abri. Charles disait à chaque nouvel invité « Ici, personne ne reste seul à Noël ». Et cette phrase devint la devise gravée sur le portail d'entrée. Un photographe local proposa un jour de faire une photo pour le journal. Diana rit en l'entendant. « Une photo ? Nous ne sommes pas une vraie famille. » Charles répondit en souriant. « Et si, justement, c'était ça, une vraie famille ? Celle qu'on choisit. » Sur la photo publiée dans le journal de la ville, on voyait Charles, Diana et Katie devant le grand sapin scintillant. Le titre disait « Le milliardaire qui a trouvé la richesse du cœur ». Le temps passa vite. Un matin de décembre, Katie souffla ses 10 ans dans la grande salle du manoir. Des enfants riaient, des bougies illuminaient la pièce. Elle souffla fort et dit « Mon vœu, que Monsieur Charles vive 100 ans ». Tout le monde éclata de rire. Charles, ému, répondit « Si tu continues à m'appeler monsieur, je n'y arriverai jamais. » Diana ajouta doucement « Elle t'aime comme un grand-père, peut-être mieux que ça. » Cette nuit-là, seul dans son bureau, Charles ouvrit un vieil album photo. Les images d'Helena et Lily lui souriaient depuis un autre temps. Mais cette fois, il ne ressentit plus de douleur, seulement une paix profonde. Il murmura « Vous m'avez appris à aimer 2 fois, une fois avec vous et une fois à travers elle. » Dehors, la neige retomba comme si le ciel bénissait ses mots. Quelques jours avant le prochain Noël, Charles fit appeler Diana. Sur la table, un coffret en bois clair. « C'est pour toi », dit-il simplement. À l'intérieur, un acte signé. La maison Whitmore devient la maison des familles. Un lieu d'accueil permanent pour les mères seules et leurs enfants. Diana pleura. « Pourquoi moi ?» Charles répondit. « Parce que tu m'as appris qu'on ne guérit pas en se souvenant, mais en partageant. » Et cette année-là, la maison devint un symbole de renaissance. Les années passèrent. La maison Whitmore devint la maison des familles, un refuge pour les femmes et enfants perdus entre les tempêtes de la vie. Les murs qui avaient connu le silence
résonnait désormais de rires, de pleurs de bébés et de chansons improvisées. Diana en était la directrice. Chaque fois qu'elle franchissait la grande porte, elle murmurait « Merci Charles, c'est toi qui nous as appris à ouvrir nos bras ». Dans le bureau de Charles, tout était resté comme il l'avait laissé. Le fauteuil en cuir, la lampe à lumière chaude, et sur le bureau, une lettre cachetée. Katie, devenue adolescente, la trouva un matin. Sur l'enveloppe, à ouvrir quand tu seras prête à aimer sans peur. Elle hésita, puis l'ouvrit. Katie, si tu lis ceci, c'est que tu es devenue la lumière que j'ai toujours vue en toi. N'oublie jamais, le monde appartient à ceux qui gardent un cœur d'enfant. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. La voix de Charles semblait flotter encore dans la pièce. Le premier Noël sans Charles fut étrange. Le sapin brillait comme toujours, les enfants riaient, mais il manquait une voix. Alors, Diana proposa une tradition. Chaque invité devait raconter une histoire de bonté vécue dans l'année. Quand vint le tour de Katie, elle dit « Ce Noël, j'ai compris que quand on aide quelqu'un, on continue à exister dans son sourire. » Et tout le monde applaudit. La flamme de Charles vivait encore dans chaque mot prononcé ce soir-là. Quelques années plus tard, Katie devint architecte. Elle présenta un projet à la mairie, le village des étoiles, un ensemble de petites maisons écologiques destinées aux familles sans toit. À l'entrée, un panneau « Chaque porte ici est une promesse ». C'est Whitmore. Le maire lui demanda pourquoi ce nom. Elle répondit simplement « Diana », dit-il doucement, « ma société offre des bourses pour les étudiants en soins infirmiers. Je crois que vous méritez la vôtre. » Elle resta figée. « Je ne peux pas accepter, ce n'est pas de la charité. Vous avez le courage et la compassion que le monde médical réclame. » Les larmes de Diana brillèrent. Katie les regardait tour à tour, comprenant qu'un miracle venait d'arriver. Charles sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Pour la première fois depuis 7 ans, il utilisait sa richesse pour guérir quelqu'un et se guérir lui-même. Une veillée pas comme les autres. La tempête empêcha Diana et Katie de repartir. Charles leur proposa de passer la nuit. Ils mangèrent des pâtes d'odets, des pizzas à la lueur des bougies, jouèrent à des jeux oubliés, rirent. Katie s'endormit sur le canapé, enveloppée dans une couverture qui appartenait autrefois à Helena. Avant de dormir, Diana murmura « Merci, pas seulement pour tout ce que vous avez fait ce soir, mais pour nous avoir laissé vous rappeler ce que c'est qu'une famille. » Charles comprit. Cette maison avait besoin de rire, et lui aussi. Après avoir bordé Katie, Charles s'arrêta devant une pièce qu'il n'ouvrait jamais. La clé pesait dans sa main comme un aveu. Il tourna doucement la serrure. À l'intérieur, des guirlandes anciennes, une boîte à musique, une photo d'Helena et Lily devant un sapin lumineux. Katie, réveillée par curiosité, murmura « C'est joli ici. » On dirait que la joie a juste oublié de revenir. Charles ferma les yeux. La boîte à musique se mit à jouer un vieux chant de Noël. Le temps, soudain, recommença à passer. Diana proposa, en riant, un sapin d'urgence. Ils trouvèrent une guirlande, quelques rubans, et découpèrent des étoiles dans de vieux cartons. Katie écrivit des mots dessus. Espoir, famille, chaleur, demain. Charles suspendit la dernière étoile et souffla. « Je croyais ne plus savoir faire ça. » Diana répondit. « Le cœur se souvient quand on lui laisse la lumière allumée. » Dans le bureau, Charles composa un numéro au milieu de la nuit. « Demain, nous lançons une bourse Helena et Lily pour les étudiants infirmiers, logement, crèche, mentorat. Et la première bénéficiaire s'appelle Diana. » Au bout du fil, on resta silencieux, puis un simple « Entendu, monsieur Whitmore ?» Charles raccrocha, les mains tremblantes, pas de peur, de paix. La boîte à musique l'attira vers le vieux piano. Ses doigts hésitèrent, puis trouvèrent la mélodie préférée d'Helena. Diana et Katie s'assirent par terre, écoutant sans parler.
À la dernière note, Katie chuchota. On dirait que quelqu'un dit bon retour. Charles sourit. Pour la première fois, le souvenir ne faisait plus mal. Il éclairait. Au petit matin, la neige s'était calmée. Avant de partir, Diana demanda « Comment vous remercier ?» Charles répondit « Revenez la veille de Noël et amenez ceux qui n'ont nulle part où aller. À partir d'aujourd'hui, cette maison aura ses portes ouvertes. » Katie tapa des mains. Alors, le Père Noël saura toujours où venir. Et le manoir, longtemps silencieux, apprit un nouveau rituel. Le soleil se leva sur un ciel encore poudré de neige. Charles se réveilla plus tôt que d'habitude, sans cette lourdeur dans la poitrine. Il descendit à pas lents vers le salon. La petite Katie dormait toujours, une peluche dans les bras. Près du canapé, la boîte à musique continuait de tourner doucement. Il s'arrêta un instant, puis murmura « Merci, Elena, de m'avoir envoyé ces deux anges. » Dans la cuisine, Diana préparait du café. Elle portait la chemise que Charles lui avait prêtée la veille, un peu trop grande, mais pleine de chaleur. « J'ai trouvé de la farine, je me suis dit qu'on pouvait faire des crêpes. » Charles rit. Cela faisait des années qu'il n'avait pas senti l'odeur d'un petit déjeuner fait avec amour. Ils mangèrent ensemble, simplement, comme une famille oubliée qui se retrouvait enfin. Après leur départ, Charles retourna à son bureau. Dans un tiroir, il retrouva une vieille lettre jamais postée, écrite à Elena après l'accident. Il la relut, chaque mot résonnait différemment maintenant. Il ajouta une dernière phrase, « J'ai enfin compris. L'amour ne meurt pas, il change de forme et revient quand on lui ouvre la porte. » Puis il rangea la lettre, le cœur léger. Quelques semaines plus tard, les journaux parlèrent d'une nouvelle initiative, la Fondation des Cœurs Oubliés, créée par Charles Whitmore pour aider les familles seules pendant les fêtes. Des repas, des bourses, des abris. Et chaque année, il recevait des lettres d'enfants disant « Merci, Monsieur Charles. Grâce à vous, le Père Noël est revenu chez nous aussi. » 3 ans passèrent. Diana, diplômée, tenait dans ses mains le ruban de son diplôme d'infirmière. Charles était là, au premier rang, applaudissant comme un père fier. Chaque veille de Noël, Charles Whitmore, l'un des hommes les plus riches de la ville, s'asseyait seul dans son immense manoir. Dehors, la neige tombait lentement sur les vitres du sol au plafond, tandis que les familles de Zidand, du voisinage, se réunissaient autour de leur table. Ils possédaient tout ce que l'argent pouvait acheter. Une entreprise pharmaceutique valant des milliards, une maison capable d'abriter 50 familles et assez d'influence pour changer une vie d'un simple appel. Pourtant, depuis 7 ans, chaque 24 décembre, il restait assis dans le même fauteuil de cuir, un verre de whisky intact à la main, écoutant le même silence creux que la fortune ne pouvait combler. Ce Noël semblait pourtant différent, peut-être à cause de la neige qui dansait plus doucement sur la vitre, ou du rire d'enfant qui résonnait au loin. Charles posa la main contre la fenêtre froide et aperçut une jeune mère tirant sa petite fille par la main à travers la tempête. Elle semblait perdue, désespérée même. Quelque chose remua profondément en lui, un sentiment qu'il croyait mort depuis longtemps. 7 ans plus tôt, tout avait basculé. Sa femme, Elena, et leur fille, Lily, avaient trouvé la mort dans un accident la veille de Noël. Depuis, Charles s'était réfugié dans le travail, bâtissant un empire pour échapper à son chagrin. Mais la réussite sans amour n'était qu'un désert de chiffres et de trophées. La neige s'intensifiait. Sur les caméras de sécurité, Charles vit la même mère et sa fille lutter contre le vent devant ses grilles. La femme, 35 ans à peine, serrait un papier dans la main, sans doute une adresse. La petite, emmitouflée dans un manteau trop grand, peinait à avancer. Elles étaient dehors depuis 20 minutes au moins. Le froid devenait dangereux. Il hésita à appeler son équipe de sécurité, puis s'arrêta net. Il y avait dans le regard de cette femme la même détermination qu'Elena avait jadis. Cette manière de se débrouiller seule, coûte que coûte. Quand la petite trébucha, la mère la prit dans ses bras,
la serrant contre elle pour la protéger du vent. Un geste simple, mais d'une tendresse infinie. Charles sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. La femme finit par s'approcher du visiophone. Sa voix, tremblante mais polie, résonna dans le bureau de Charles. « Bonsoir, je suis désolé de vous déranger, mais nous sommes perdus, et ma fille a très froid. Pourrions-nous simplement utiliser votre téléphone pour appeler un taxi ? Nous attendrons dehors, je vous le promets. » Ces mots le frappèrent comme un coup. Depuis combien d'années personne ne lui avait demandé de l'aide? La vraie. Pas une faveur d'affaires, ni un don avec son nom gravé sur une plaque. Elena aurait ouvert immédiatement. Et cette fois, il fit la même chose. Les lourdes grilles s'ouvrirent dans un bourdonnement métallique. La mère leva les yeux, stupéfaite. « Merci, merci infiniment. » Charles ouvrit la porte. L'air chaud du manoir s'échappa dans la nuit glaciale. La femme avançait lentement, tenant sa fille par la main. De près, il vit son visage fatigué mais doux, marqué par les épreuves. « Entrez, dit-il d'une voix enrouée. Entrez, ne restez pas dehors. » Elle lui sourit, les yeux pleins de gratitude. Derrière elle, la fillette, timide, observait le chandelier au plafond. « Je m'appelle Diana, et voici ma fille, Katie. Merci de tout cœur. »« Charles, répondit-il simplement. Katie chuchota quelque chose à sa mère. Diana rougit. Elle veut savoir si nous sommes dans un château. Charles sourit. Lily disait la même chose autrefois. Dans la cuisine, il leur prépara un chocolat chaud. Diana raconta leur histoire. Elle travaillait comme serveuse de nuit pour financer ses études d'infirmière. Elles étaient en route pour passer Noël chez sa sœur, lorsque leur vieille voiture était tombée en panne. Pendant qu'elle parlait, Charles l'observait. Cette femme seule, courageuse, portait en elle une force tranquille qu'il avait oubliée. Katie, curieuse, regarda autour d'elle. Pas de photos, pas de dessins d'enfants, seulement des murs froids et un frigo couvert de menus de restaurant. « Où est votre sapin de Noël ?» demanda-t-elle soudain. Charles resta muet. « Je n'en ai pas mis cette année. Mais alors, comment le Père Noël saura que vous vivez ici ?» Cette question le transperça. Il sentit son cœur se briser à nouveau et se réchauffer en même temps. Charles s'agenouilla devant la petite. « Tu sais, parfois, les adultes oublient comment être heureux. » Katie répondit avec sérieux. « Alors, d'autres personnes doivent leur rappeler comment faire. » Ces mots simples firent Wautsy fondre la glace autour de son cœur. Il se rendit compte qu'en fuyant la douleur, il avait aussi fui la vie. « Diana, dit-il doucement, ma société offre des bourses pour les étudiants en soins infirmiers. Je crois que vous méritez la vôtre. » Elle resta figée. « Je ne peux pas accepter, ce n'est pas de la charité. Vous avez le courage et la compassion que le monde médical réclame. » Les larmes de Diana brillèrent. Katie les regardait tour à tour, comprenant qu'un miracle venait d'arriver. Charles sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Pour la première fois depuis 7 ans, il utilisait sa richesse pour guérir quelqu'un et se guérir lui-même. Une veillée pas comme les autres. La tempête empêcha Diana et Katie de repartir. Charles leur proposa de passer la nuit. Ils mangèrent des pazzi d'odè, des pizzas à la lueur des bougies, jouèrent à des jeux oubliés, rirent. Katie s'endormit sur le canapé, enveloppée dans une couverture qui appartenait autrefois à Elena. Avant de dormir, Diana murmura « Merci, pas seulement pour tout ce que vous avez fait ce soir, mais pour nous avoir laissé vous rappeler ce que c'est qu'une famille. » Charles comprit. Cette maison avait besoin de rire, et lui aussi. Après avoir bordé Katie, Charles s'arrêta devant une pièce qu'il n'ouvrait jamais. La clé pesait dans sa main comme un aveu. Il tourna doucement la serrure. À l'intérieur, des guirlandes anciennes, une boîte à musique, une photo d'Elena et Lily devant un sapin lumineux. Katie, réveillée par curiosité, murmura « C'est joli ici. » On dirait que la joie a juste oublié de revenir. Charles ferma les yeux. La boîte à musique se mit à jouer un vieux chant de Noël.
Le temps, soudain, recommença à passer. Diana proposa, en riant, un sapin d'urgence. Ils trouvèrent une guirlande, quelques rubans, et découpèrent des étoiles dans de vieux cartons. Katie écrivit des mots dessus. Espoir, famille, chaleur, demain. Charles suspendit la dernière étoile et souffla. « Je croyais ne plus savoir faire ça. » Diana répondit. Le cœur se souvient quand on lui laisse la lumière allumée. Dans le bureau, Charles composa un numéro au milieu de la nuit. Demain, nous lançons une bourse Elena et Lily pour les étudiants infirmiers, logement, crèche, mentorat. Et la première bénéficiaire s'appelle Diana. Au bout du fil, on resta silencieux, puis un simple « Entendu, monsieur Whitmore ». Charles raccrocha, les mains tremblantes, pas de peur, de paix. La boîte à musique l'attira vers le vieux piano. Ses doigts hésitèrent, puis trouvèrent la mélodie préférée d'Elena. Diana et Katie s'assirent par terre, écoutant sans parler. À la dernière note, Katie chuchota. On dirait que quelqu'un dit bon retour. Charles sourit. Pour la première fois, le souvenir ne faisait plus mal. Il éclairait. Au petit matin, la neige s'était calmée. Avant de partir, Diana demanda « Comment vous remercier ?» Charles répondit « Revenez la veille de Noël et amenez ceux qui n'ont nulle part où aller. À partir d'aujourd'hui, cette maison aura ses portes ouvertes. » Katie tapa des mains. « Alors, le Père Noël saura toujours où venir. » Et le manoir, longtemps silencieux, apprit un nouveau rituel. Le soleil se leva sur un ciel encore poudré de neige. Charles se réveilla plus tôt que d'habitude, sans cette lourdeur dans la poitrine. Il descendit à pas lents vers le salon. La petite Katie dormait toujours, une peluche dans les bras. Près du canapé, la boîte à musique continuait de tourner doucement. Il s'arrêta un instant, puis murmura « Merci, Elena, de m'avoir envoyé ces deux anges. » Dans la cuisine, Diana préparait du café. Elle portait la chemise que Charles lui avait prêtée la veille, un peu trop grande, mais pleine de chaleur. « J'ai trouvé de la farine, je me suis dit qu'on pouvait faire des crêpes. » Charles rit. Cela faisait des années qu'il n'avait pas senti l'odeur d'un petit déjeuner fait avec amour. Ils mangèrent ensemble, simplement, comme une famille oubliée qui se retrouvait enfin. Après leur départ, Charles retourna à son bureau. Dans un tiroir, il retrouva une vieille lettre jamais postée, écrite à Elena après l'accident. Il la relut. Chaque mot résonnait différemment maintenant. Il ajouta une dernière phrase. « J'ai enfin compris. L'amour ne meurt pas. Il change de forme et revient quand on lui ouvre la porte. » Puis il rangea la lettre, le cœur léger. Quelques semaines plus tard, les journaux parlèrent d'une nouvelle initiative. La Fondation des Cœurs Oubliés, créée par Charles Whitmore pour aider les familles seules pendant les fêtes. Des repas, des bourses, des abris. Et chaque année, il recevait des lettres d'enfants en disant « Merci, monsieur Charles. Grâce à vous, le Père Noël est revenu chez nous aussi. » 3 ans passèrent. Diana, diplômée, tenait dans ses mains le ruban de son diplôme d'infirmière. Charles était là, au premier rang, applaudissant comme un père fier. Katie, plus grande, courut vers lui et lui tendit un dessin. Un grand manoir, un sapin scintillant et 3 silhouettes se tenant par la main. Sous le dessin, elle avait écrit « Le vrai miracle de Noël, c'est quand quelqu'un t'ouvre sa porte et son cœur. » Cette année-là, le manoir Whitmore brillait de 1000 lumières, des rires, des chants, des familles réunies. Diana servait le chocolat chaud, Katie décorait le sapin et Charles regardait tout cela avec des yeux humides de gratitude. « Elena, Lily, vous seriez fiers » murmura-t-il en souriant vers la fenêtre enneigée. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en vie. Les plus beaux miracles ne tombent pas du ciel. Ils naissent du courage d'un cœur qui choisit d'aimer à nouveau. Parfois, il suffit d'ouvrir une porte pour changer 3 destins. Chaque année depuis,
La maison Whitmore s'illuminait dès le 1er décembre. Les voisins s'arrêtaient juste pour admirer les décorations, et les portes restaient toujours ouvertes. Les tables étaient pleines, les rires nombreux. Des familles entières qui n'avaient le plus d'endroit où aller trouvaient ici un abri. Charles disait à chaque nouvel invité « Ici, personne ne reste seul à Noël ». Et cette phrase devint la devise gravée sur le portail d'entrée. Un photographe local proposa un jour de faire une photo pour le journal. Diana rit en l'entendant. « Une photo ? Nous ne sommes pas une vraie famille ». Charles répondit en souriant. « Et si, justement, c'était ça, une vraie famille ? Celle qu'on choisit ?» Sur la photo publiée dans le journal de la ville, on voyait Charles, Diana et Katie devant le grand sapin scintillant. Le titre disait « Le milliardaire qui a trouvé la richesse du cœur ». Le temps passa vite. Un matin de décembre, Katie souffla ses 10 ans dans la grande salle du manoir. Des enfants riaient, des bougies illuminaient la pièce. Elle souffla fort et dit « Mon vœu, que Monsieur Charles vive 100 ans ». Tout le monde éclata de rire. Charles, ému, répondit « Si tu continues à m'appeler monsieur, je n'y arriverai jamais ». Diana ajouta doucement « Elle t'aime comme un grand-père, peut-être mieux que ça ». Cette nuit-là, seul dans son bureau, Charles ouvrit un vieil album photo. Les images d'Elena et Lily lui souriaient depuis un autre temps. Mais cette fois, il ne ressentit plus de douleur, seulement une paix profonde. Il murmura « Vous m'avez appris à aimer 2 fois, une fois avec vous et une fois à travers elle ». Dehors, la neige retomba comme si le ciel bénissait ses mots. Quelques jours avant le prochain Noël, Charles fit appeler Diana. Sur la table, un coffret en bois clair. « C'est pour toi », dit-il simplement. À l'intérieur, un acte signé. La maison Whitmore devient la maison des familles. Un lieu d'accueil permanent pour les mères seules et leurs enfants. Diana pleura. « Pourquoi moi ?» Charles répondit. « Parce que tu m'as appris qu'on ne guérit pas en se souvenant, mais en partageant. » Et cette année-là, la maison devint un symbole de renaissance. Les années passèrent. La maison Whitmore devint la maison des familles, un refuge pour les femmes et enfants perdus entre les tempêtes de la vie. Les murs qui avaient connu le silence résonnaient désormais de rires, de pleurs de bébés et de chansons improvisées. Diana en était la directrice. Chaque fois qu'elle franchissait la grande porte, elle murmurait « Merci Charles, c'est toi qui nous as appris à ouvrir nos bras ». Dans le bureau de Charles, tout était resté comme il l'avait laissé. Le fauteuil en cuir, la lampe à lumière chaude, et sur le bureau, une lettre cachetée. Katie, devenue adolescente, la trouva un matin. Sur l'enveloppe, à ouvrir quand tu seras prête à aimer sans peur. Elle hésita, puis l'ouvrit. Katie, si tu lis ceci, c'est que tu es devenue la lumière que j'ai toujours vue en toi. N'oublie jamais, le monde appartient à ceux qui gardent un cœur d'enfant. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. La voix de Charles semblait flotter encore dans la pièce. Le premier Noël sans Charles fut étrange. Le sapin brillait comme toujours, les enfants riaient, mais il manquait une voix. Alors, Diana proposa une tradition. Chaque invité devait raconter une histoire de bonté vécue dans l'année. Quand vint le tour de Katie, elle dit « Ce Noël, j'ai compris que quand on aide quelqu'un, on continue à exister dans son sourire. » Et tout le monde applaudit. La flamme de Charles vivait encore dans chaque mot prononcé ce soir-là. Quelques années plus tard, Katie devint architecte. Elle présenta un projet à la mairie, le village des étoiles, un ensemble de petites maisons écologiques destinées aux familles sans toit. À l'entrée, un panneau « Chaque porte ici est une promesse ». C'est Whitmore. Le maire lui demanda pourquoi ce nom. Elle répondit simplement I smiled. Thank you for showing me the way to it. When she left, I remained silent for a while. The hospital had the noises of a big house. Footsteps, toy car wheels, someone laughing in the hallway. The world is noisy when we fit back into it.
I picked up the notebook. I wrote another line. The light knows the address of those who seek it. I closed my eyes, and for the first time in a decade, I heard jingle bells and didn't tremble. The following days were like waking up inside a dream. I didn't know if I wanted to believe. Every sound startled me. The noise of a door, the sound of footsteps, even the clinking of cutlery in the cafeteria. The real world was too noisy. I spent hours looking out the window of my hospital room. Outside, the snow fell silently, covering the streets, the trees, the rooftops. Everything seemed new, clean. But inside me, there was still dust. Sometimes I closed my eyes and went back to the basement. The sound of the dripping faucet, the click of the key, the smell of mold. My free body still carried the shackles of memory. A psychologist began to visit me every day. Her name was Claire. "You don't have to tell me everything now," she said. "Just what you want to let out." I found it curious how free people choose their words so carefully. One day, she gave me a mirror. "Look at yourself." I hesitated. 10 years without seeing my own face. When I finally lifted the mirror, I found a woman I didn't recognize. The eyes were mine, but there was something new there. It wasn't sadness, it was strength. Claire smiled. "This is the Sarah of now, the one who survived." I started writing every day in the notebook that Dr. Harris gave me. At first, I only wrote loose words: cold, fear, light, bells. Then, whole sentences began to emerge. And one day, I realized I wasn't writing about pain anymore, but about starting over. It was as if the paper was cleaning the floor where before there were only shadows. The police came back with news from time to time. They had found the house. Everything was still there. The dried-out cake on the table, the hanging lamp, the marks on the wall I made with the nail. "Do you want to see?" asked Detective Miller. "No," I replied. "I've seen enough." I didn't need to go back there to prove I'd won. Sometimes winning is simply refusing to relive it. He was arrested days later in another city. He tried to deny everything, but the evidence was everywhere. When they told me, I didn't feel relief. I felt emptiness. Because revenge doesn't heal. Only the truth sets you free. And the truth is, he stole 10 years. But he didn't take my soul. The press started showing up. The girl who survived 10 years. The Christmas miracle. The headlines called me many things. But I just wanted to be called by my name. Sarah. A few months later, the hospital discharged me. I went back to my parents' house, a place different from what I remembered. The living room seemed smaller. The kitchen smelled the same. My room still had old photos on the wall, a teenage girl smiling, not knowing what time would do to her. I touched the yellowed paper and thought, I'm still here. I've just changed form. Sometimes, at night, I would wake up to the sound of the key turning, but I soon realized it was the wind hitting the window. Fear still lived within me, but it no longer ruled. I started therapy, went back to school, and months later I began visiting schools to talk about safety, about listening for warning signs, about not giving up. I used to tell people, hope is stubborn. Even locked up, it finds cracks. Many cried. Others hugged me. I understood every tear because I've cried them all. When the next Christmas arrived, I decided to go back to church. The same one I ran into, barefoot, bleeding, and scared. This time, I walked. The snow fell lightly, as if the sky had decided not to scare me anymore. The lights twinkled slowly, and the city seemed at peace. Inside the church, the choir sang again. I recognized Anna's voice even before seeing her. She was in the first row, wearing the same red scarf. When she saw me, she smiled, that kind of smile that hugs without needing to touch. I waited for the song to end and approached. I knew you'd come back, she said. I promised myself. She took a small candle from her bag and handed it to me. This is to be lit every year,
on the day you want to remember that the light has won. I held the candle, looked at the altar, and felt something different. It wasn't guilt. It wasn't sadness. It was gratitude. For the first time, I was able to be grateful for what I lived through, not because I deserved it, but because I survived. Sometimes people ask me how it was. I say the kidnapping lasted 10 years, but the rebirth took time too. I learned to relearn,